Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'information. En tête de l'actualité ce soir, la fourniture du courant électrique connaît depuis plusieurs semaines des interruptions dans plusieurs quartiers et périphéries de Lomé. Nous y reviendrons. Aussi, le gouvernement nigérien met en demeure les missions diplomatiques, y compris celle du Togo, de régulariser leur arriéré de loyer foncier sous peine de révocation de leur titre. Les détails dans ce journal. Au-delà de nos frontières, une décision majeure au Sénégal, la Cour constitutionnelle a rejeté le report des élections présidentielles, annulant ici le décret du président Macky Sall. Cette mesure qui intervient dans un contexte de corruption présumée et d'exclusion de certains candidats a déclenché une crise nationale. D'autres précisions dans un instant. Puis une réunion cruciale a eu lieu entre les ministres de la Défense et des Affaires étrangères du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Ils se sont rassemblés dans le but de finaliser la mise en place de leur confédération. On y revient. Voici donc tout pour les titres de ce soir. Place au développement. Après celle des députés, la répartition des conseillers régionaux se présente comme suit. Le Grand Lomé se retrouve avec 20 conseillers régionaux. La centrale est pourvue de 25 conseillers régionaux. La région maritime se retrouve avec 29. La région de la Kara et des Savanes a 31 conseillers chacune. Ainsi, la grande part des conseillers régionaux revient à la région des Plateaux. Reportage. Après la répartition des députés à l'Assemblée nationale sur toute l'étendue du territoire national, la répartition des conseillers régionaux est à présent disponible. Cette répartition tient compte du dernier recensement général de la population de l'habitat. Cependant, la région des Plateaux se révèle être celle qui a plus de conseillers régionaux. Elle en a 43 avec un peu plus de 1 500 000 habitants. Elle est suivie par la région de la Kara et des Savanes qui ont chacune 31 conseillers régionaux. 29 conseillers régionaux reviennent à la région maritime sans le Grand Lomé. La région centrale a obtenu 25 conseillers régionaux. Quant au Grand Lomé, il revient avec 20 conseillers régionaux avec une population de plus de 2 millions d'habitants. Les régions de la Kara et des Savanes, avec 2 millions d'habitants, ont un total de 62 conseillers régionaux, au moment où la région maritime et le Grand Lomé, qui totalise plus de 3 500 000 d'habitants, ne se retrouvent qu'avec 49 conseillers régionaux. La fourniture de courant électrique connaît depuis plusieurs semaines des interruptions dans les quartiers et périphéries de Lomé. Ces coupures drastiques de durée plus ou moins longue causent déjà des dommages sérieux aux opérateurs économiques et aux ménages. Le constat de Bernard Quinvy. Il n'est pas rare ces derniers temps dans plusieurs quartiers de Lomé de se voir privé d'électricité plusieurs fois dans la journée. Ces coupures intempestives, si elles ne sont pas ressenties par certains grâce aux groupes électrogènes qui équipent leur maison, elles ne font cependant pas la joie de ceux qui dépendent de la compagnie d'énergie électrique du Togo CET. Ces coupures, qui deviennent de plus en plus répétitives, font que des installations de certains usagers subissent des dommages. Nous, on est arrivé au boulot le matin pour le travail. On a besoin de la lumière pour faire le travail. Et du coup, on n'a pas la lumière. On reste là. Peut-être la lumière va arriver à 16h comme la dernière fois. 16h, 17h, au moment où il faut rentrer. Qu'est-ce qu'on a fait de la journée? On n'a rien fait. Une journée, toute une longue journée perdue. Au moins, quand on nous prévient, c'est pas mal. Mais quand c'est comme ça, ça énerve. La dernière fois, c'était toute une installation d'ordinateur qui était gâtée. Et tout ça parce que la CET a fait des coupures, ils ont ramené, ils ont recoupé sur le champ. Certaines victimes des coupures n'ont pas voulu se prononcer. Ces perturbations sont dues aux travaux de maintenance d'envergure démarrés le 22 janvier dernier selon la compagnie et qui devraient s'achever le 8 de ce mois. Malheureusement, le cycle de délestage se poursuit jusqu'alors, ce qui met en colère les populations. Selon une dernière mise à jour du communiqué de la CET, les perturbations dans la fourniture de l'énergie électrique sont susceptibles de se poursuivre et l'on se demande jusqu'à quand. Parlons santé à présent. Le 13 février dernier, l'Université de Lomé a signé un nouvel accord avec l'Organisation mondiale de la santé. L'objectif est de mettre en place des centres de recherche pour aider les étudiants et les médecins à approfondir les recherches en matière de santé. Le récit d'Alès Mouton.
L'Université de Lomé va bientôt se doter de centres de formation et de recherche en santé publique. Une initiative conjointe du Temple du Savoir et de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Le but de cette initiative est de renforcer les capacités des États de la sous-région en matière de prévention, de surveillance, d'investigation et de réponse aux urgences sanitaires. Un protocole d'accord a été signé ce 13 février entre la représentante de l'Organisme sanitaire mondial et le premier responsable de l'université. Il y a de cela 10 ans que les deux institutions ont décidé de mettre ensemble leurs efforts pour relever quelques défis sanitaires. Ces 10 ans de collaboration ont conduit à la mise en place d'un master en santé publique à l'Université de Lomé. Depuis 2012, plus de 200 professionnels de santé ont été formés. Un laboratoire de référence en santé publique a été aussi construit pour assurer la surveillance et le diagnostic des maladies infectieuses et émergentes. Selon les deux partenaires, la construction du centre a déjà débuté en 2023 et les travaux se poursuivent. Le délai de la remise des travaux est fixé en 2025. Ce centre sera composé de salles de cours, d'amphithéâtres, de laboratoires, de bibliothèques et des espaces de travail, tous équipés des technologies les plus modernes. La loi de finances 2024 exempte l'importation de matériel agricole de toute taxe. Cependant, il est constaté que l'acquisition de ces machines est soumise au crédit bail octroyé par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural. Quelles sont les conditions d'octroi de ce crédit bail agricole? Élément de réponse avec Félicité Chapla. Au Togo, des initiatives visant à faciliter l'accès au matériel et équipements pour les petites et moyennes exploitations agricoles ont été mises en place. En effet, la loi de finances exercice 2024 exempte les agriculteurs de paiement des taxes sur l'exportation des matériels agricoles. Dans ce sens, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural s'est engagé à promouvoir la mécanisation et rendre accessibles les matériels et équipements agricoles aux producteurs. Des conditions régissent cependant l'acquisition des machines. Les dits matériels se feront acquérir sous forme de crédit bail de 24 millions de francs CFA à payer sur 6 ans. Également, est-il exigé de la part de chaque désireux d'acquérir les matériels de s'organiser en entreprise au niveau de chaque préfecture. Au sein de cette entreprise, il s'avère aussi obligatoire d'y trouver un réparateur avec des compétences qui puissent assurer la maintenance et la réparation des matériels en cas de panne. Il est essentiel de noter que les conditions du crédit bail agricole sont conçues de manière à répondre aux besoins spécifiques des agriculteurs togolais en tenant compte des réalités du secteur agricole local et en favorisant un accès équitable aux ressources nécessaires et des équipements agricoles tels que des tracteurs, des moissonneuses-batteuses, des systèmes d'irrigation pour améliorer la productivité et la durabilité des exploitations. Diplomatie à présent, le gouvernement nigérien met en demeure les missions diplomatiques, y compris celle du Togo, de régulariser leur arriéré de loyer foncier sous peine de révocation de leur titre. Un délai de 2 semaines leur a été octroyé afin de régulariser leur situation. Reportage. En la date du 13 février, le gouvernement nigérian, par l'intermédiaire de l'administration du territoire de la capitale fédérale, FCTA, à Abuja, a donné un préavis de 2 semaines à des ambassades et missions diplomatiques pour qu'elles régularisent leur loyer foncier. Selon la liste publiée dans les journaux nationaux du pays, elles sont au nombre de 43 ambassades et missions diplomatiques à devoir une somme de 5,36 millions de dollars à l'État nigérian pour le compte de l'année 2023. Au rang de ces ambassades figure celle du Togo qui, pour sa part, cumule un impayé de 3 700 dollars, soit plus de 2 millions de francs CFA. En dehors du Togo, le Sénégal, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo, la France, la Russie et la Corée, pour ne citer que ceux-là, font également partie de la liste publiée. La FCTA a exigé que les missions diplomatiques défaillantes règlent leur arriéré de loyer foncier dans le délai exigé sous peine de voir leur titre revoqué, tout en rappelant aux propriétaires de terrain dans la capitale leurs obligations envers l'autorité, telles que stipulées dans les termes du certificat d'occupation, à savoir
payer à l'avance le loyer foncier annuel à partir du 1er janvier de chaque année. Le ministre Nyesom Waik a souligné l'importance du paiement des impôts et des loyers fonciers pour financer les projets de développement et les infrastructures de la capitale. La page internationale à présent, allons au Sénégal où la Cour constitutionnelle a invalidé le report des élections présidentielles jugées contraires à la Constitution et annulé le décret du président Macky Sall. Cette décision prise à la suite des accusations de corruption et de rejet de certains candidats a plongé le pays dans une crise. Les précisions. La Cour constitutionnelle sénégalaise a invalidé jeudi le report de la présidentielle. Elle a déclaré contraire à la Constitution le texte adopté le 5 février par les députés reportant de 10 mois une élection prévue initialement le 25 février. Dans la foulée, le décret signé par le président Macky Sall qui reportait le scrutin a été annulé selon un jugement approuvé par 7 membres de la Cour constitutionnelle. Les juges ont par ailleurs invité les autorités à organiser les élections dans les meilleurs délais. Le président sénégalais avait décidé du report du scrutin présidentiel après des accusations de corruption visant 2 membres de la Cour constitutionnelle, des allégations consécutives au rejet des dossiers de certains candidats à la présidentielle. Macky Sall, qui ne brigue pas sa propre succession, justifiait aussi sa décision par la nécessité d'organiser un scrutin inclusif et transparent, plongeant le pays dans une nouvelle crise politique qui a déjà fait 3 morts. Revenons au Burkina Faso. Les ministres de la Défense et des Affaires étrangères du Mali, du Niger et du Burkina Faso se sont réunis pour finaliser la création de leur confédération et préparer le prochain sommet des chefs d'État des pays de l'AES. Les précisions. Des délégations ministérielles du Mali et du Niger sont arrivées à Ouagadougou au Burkina Faso dans le cadre d'une réunion entre les 3 pays sur la finalisation des actes de création de leur confédération au vu de leur retrait de la CEDEAO. Chaque délégation a été constituée des ministres de la Défense et des Affaires étrangères de chaque pays. Comme vous le savez, nous sommes là à Ouagadougou dans le cadre des préparatifs du sommet des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel, prévu pour bientôt. Avant notre réunion, nos experts des 3 pays ont eu le temps d'échanger sur un certain nombre de documents. Il était dans un premier temps tout à fait normal de venir rendre compte à son Excellence le capitaine Traoré et dans un second temps bénéficier de ses sages conseils et recommandations pour aller dans le sens de la matérialisation de la vision commune des 3 chefs d'État, c'est-à-dire le chef d'État du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Pour rappel, les 3 pays ont récemment pris la décision de quitter la CEDEAO après avoir fondé l'AES, Alliance des États du Sahel, dénonçant les sanctions inhumaines et illégales de l'instance ouest-africaine. Ken Ofiri-Atta n'est plus le ministre des Finances au Ghana suite à un remaniement gouvernemental en raison de la situation économique délicate du pays. Mohamed Amin Adam prend sa place alors que le pays fait face à une dette croissante, une inflation élevée et une dépréciation de la monnaie locale. Reportage. Ken Ofiri-Atta n'est plus en charge du ministère des Finances au Ghana. Il n'a pas survécu au vaste remaniement ministériel opéré mercredi. La faute sans nul doute aux critiques dont il fait l'objet de la part de l'opposition alors que la situation économique de son pays bat de l'aile. Dette, inflation croissante et dépréciation de la monnaie locale sont les ingrédients du cocktail qui a mis en lambeau l'économie ghanéenne, poussant Accra a appelé le Fonds monétaire international à son chevet. Un rétropédalage pour le président Nana Akufo-Addo, adepte de la souveraineté de son pays vis-à-vis de cette institution de Bretton Woods. C'est Mohamed Amin Adam qui tiendra désormais le gouvernail du ministère des Finances au Ghana. Il a été élevé au rang de ministre d'État. Lors du remaniement annoncé mercredi, le ministre ghanéen de l'Intérieur a aussi été débarqué. Son collègue de la Santé a subi le même sort. Ces changements interviennent à quelques mois de la présidentielle dans le pays.
Cap sur l'Afrique du Sud, considéré comme l'un des plus grands pollueurs du monde, il a reçu un financement de 8,5 milliards de dollars pour transformer ses centrales à charbon en producteurs d'énergie solaire et éolienne. Cependant, cette transition énergétique suscite des inquiétudes parmi les habitants qui dépendent des centrales à charbon pour leur emploi. Plus de détails dans ce qui suit. L'Afrique du Sud, qui est l'un des plus grands pollueurs au monde en raison de sa forte dépendance au charbon pour produire de l'électricité, a obtenu un financement d'au moins 8,5 milliards de dollars pour transformer ses centrales au charbon en sites d'énergie renouvelable. J'ai entendu parler des fermetures de centrales électriques et cela ne me convient pas parce que nous dépendons du charbon. Je connais des hommes dans notre région qui ont investi dans des camions pour transporter le charbon vers différents endroits afin de produire de l'électricité. Si le gouvernement supprime le charbon, nous ne pourrons pas nourrir nos familles. Nous savons comment travailler avec le charbon à Emalaleni, dans la province de Mpumalanga. Mais moi, l'énergie solaire, je ne sais pas comment elle fonctionne. Approuvé lors de la COP27 en Égypte, ce projet a été financé par des pays occidentaux dont l'Allemagne, les États-Unis et le Royaume-Uni. La première centrale électrique à charbon à être mise hors service est celle de Komati à Mpumalanga. Si le gouvernement se convertit à l'énergie solaire dans les communautés où les gens dépendent des centrales à charbon pour travailler, les gens auront du mal à trouver un emploi. En faisant cela, ils ne se rendent pas compte que cela entraînera une augmentation de la criminalité dans cette zone. Ils devraient plutôt s'efforcer d'aider ces communautés à créer des opportunités d'emploi, ce qui réduirait la criminalité. En fin de compte, les gens finiront par s'entretuer à cause de la pauvreté. Située à environ 2 km de la centrale électrique de Douva, la commune de Masakan abrite des milliers d'habitants. Les principales sources de revenus de cette communauté sont directement et indirectement liées à l'exploitation du charbon et à la centrale électrique. Cela ne me convient pas du tout parce que la majorité des gens, en particulier ceux qui vivent près de la centrale électrique de Douva, gagnent leur vie grâce à elle. Si le gouvernement ferme Douva, je ne serai pas le seul à être touché. La communauté de Masakan ne sera pas la seule touchée. De nombreuses personnes de Witbank seront touchées. Cela n'aidera aucun d'entre nous à Witbank, mais plutôt d'autres régions comme Middelburg. En Afrique du Sud, la transition énergétique reste une question controversée. Cette semaine, le ministre de l'Énergie a déclaré que la transition ne devait pas se faire au détriment de la sécurité énergétique. Point final à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne soirée en compagnie de nos programmes.